Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux à cette conférence dans laquelle nous allons parler et essayer de vous amener les clés de l'intégration des personnes en situation de handicap qui sont des leviers de compétences pour les entreprises qui savent les utiliser. En premier lieu, je vais demander à toutes les personnes qui sont ici, qui sont des spécialistes, qui vont vous ouvrir ces clés, vous montrer comment les utiliser, de se présenter. Alors en commençant par Caroline Gourdon, qui est dans l'association EPANOU. Vous m'excuserez si je me trompe un peu dans les noms, mais il y a des acronymes qu'on ne va pas passer tout notre temps, mais vous allez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites déjà. S'il vous plaît. Merci, Monsieur Pêche. Donc oui, en effet, je suis Caroline Gourdon, chargée d'insertion professionnelle au dispositif Horizon. Donc c'est un dispositif qui est porté par 3 associations, la APUI EPANOU, l'Ordre de Malte et l'ADAPT. Au dispositif, on accompagne des adultes autistes sans troubles du développement intellectuel, ce qu'on pouvait appeler à une époque les profils Asperger sans déficience intellectuelle. Et on accompagne sur l'aspect socio-professionnel avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire. On accompagne nos bénéficiaires pendant 1 an et demi renouvelable une fois, donc 3 ans maximum dans une vie. Et voilà ce que je vais en dire, sinon je vais prendre la parole tout le temps de la conférence. Alors vous allez passer votre micro à Florian Elwood, qui est de l'association Messidor. Même question, si vous pouvez vous présenter votre association. Eh bien, bonjour, je m'appelle Florian Elwood, je suis responsable des activités et des services chez Messidor, Vallée de l'Arve pour le coup. Le rôle de Messidor, c'est d'accompagner des personnes présentant des troubles psychiques et un handicap trouble psychique sur le volet professionnel. Je dirais que la compétence est double, dans le sens où nous accompagnons les personnes sur le volet professionnel dans leurs projets qu'ils construisent eux-mêmes au travers de nos différentes unités support. Et le deuxième rôle, c'est celui d'accompagner les employeurs, les entreprises en l'occurrence, plus particulièrement, sur l'intégration et la formation de ces personnes. Voilà pour ce qui est Messidor dans les grandes lignes. Merci Florian. Grégory Chamal-Lamel, vous êtes directeur de l'ADTP. Tout à fait. Vous allez nous dire ce qu'est l'ADTP et ce que vous faites. Donc bonjour à tous. Donc l'ADTP, qu'est-ce que c'est ? C'est une association, loi 1901, 600 personnes sur le territoire, 12,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Notre métier, c'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap par le travail. Donc on va accompagner les personnes en situation de handicap qu'on va salarier chez nous, embaucher chez nous, avoir en contrat. Et après, on est un sous-traitant industriel. On aura l'occasion de leur reparler après, mais on fait plein d'activités pour les industriels. Et on va mettre en adéquation ces activités avec les restrictions de nos équipes. Merci Grégory. Maintenant, Marc Cussac, qui est de l'UNEA. Vous représentez l'UNEA ici, Union nationale des entreprises adaptées. Et qu'est-ce que l'UNEA et ce que vous faites ? Effectivement, bonjour à tout le monde. Je suis Marc Cussac, délégué territorial Rhône-Alpes de l'Union nationale des entreprises adaptées. C'est une union qui a été créée en 1987 par et pour les chefs d'entreprise adaptés. Donc c'est l'organisation professionnelle représentative au niveau national qui représente à peu près 800 entreprises adaptées en France. Tous les départements sont couverts effectivement par une entreprise adaptée. Très brièvement, une entreprise adaptée, c'est une entreprise à part entière qui opère sur des marchés concurrentiels, tout en ayant une mission particulière d'employer très majoritairement des personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé, et notamment plus de 55% de ses effectifs. Donc l'UNEA a été créée pour fédérer, représenter, défendre et promouvoir ce modèle qui est très peu connu, je pense aujourd'hui, encore trop peu connu en tout cas. Et donc l'idée c'est de promouvoir, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, et je vous remercie de votre invitation et de me permettre de présenter ce modèle particulier.
Eh bien, déjà, merci à vous tous d'être venus et d'avoir répondu à notre appel. Je vais continuer avec vous, Marc, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur le handicap en Haute-Savoie et en Auvergne-Rhône-Alpes, et où en sont les entreprises que vous rencontrez, que vous aidez, dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui est une législation française spécifique? Tout à fait. Alors, en préparant l'intervention, des chiffres, vous savez, on en a beaucoup. Donc j'ai quand même sélectionné des chiffres qui sont plutôt très pertinents pour aujourd'hui, parce qu'on s'adresse quand même à des industriels, donc on va être très concis. On va partir de la région et on viendra sur le département 74 en particulier. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près 57 000 demandeurs d'emploi. Dans les 57 000, il y en a 9% de ces demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance travailleur handicapé et donc qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont issus de l'AGFIP, qui est l'organisme gestionnaire de la contribution au non-emploi des chiffres tout à fait officiels aussi. Bien sûr. Ceux-là, ils sont effectivement suivis de près. Ce qui caractérise le public, notamment de personnes en situation de handicap, il y a trois éléments clés. Le premier, c'est une moyenne d'âge plus élevée que la moyenne. Plus de 50% ont plus de 50 ans. Donc il y a de l'expérience. Je dis bien expérience. La dernière fois, je me suis fait 50 reprendre ans en moyenne. En moyenne, plus de 50 ans. Un niveau de qualification parfois plus faible que la moyenne, puisque environ 20% sont infra-CAP. Voilà. Et une durée de chômage plus longue que la moyenne. Et il est communément admis que c'est 2 fois plus élevé que la moyenne. En Haute-Savoie, on compte aujourd'hui un peu plus de 4000 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, soit environ 7% des demandeurs d'emploi du département. Donc on est un peu en dessous du seuil régional. Et pour terminer, vous m'avez posé la question sur le taux d'emploi des... alors je parle bien du privé, je mets le public de côté. Aujourd'hui, le taux d'emploi dans les entreprises privées atteint environ 4%. On a plus 0,2% par rapport aux 2 années précédentes, ce qui est plutôt assez encourageant. Donc on voit qu'effectivement, les entreprises vont de plus en plus vers l'emploi direct des personnes en situation de handicap, là où l'objectif de la loi est fixé à un seuil de 6%. Alors, Grégory, vous étiez un industriel, entre guillemets, ordinaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau de la situation des entreprises industrielles dans ce domaine de l'emploi des travailleurs en situation de handicap? Alors, si ça marche, les enjeux, globalement, les enjeux actuels des entreprises, je pense que c'est important de repartir de là et de voir comment l'emploi de personnes en situation de handicap peut contribuer à ça. Je ne vais pas parler du contexte politique, géopolitique, contexte économique, transition, tout ça, je pense. Ce n'est pas vraiment le sujet. Par contre, les autres enjeux qu'ont les industriels aujourd'hui, c'est l'emploi. L'emploi en termes de compétences, l'emploi en termes de recrutement et l'emploi en termes de maintien des équipes, de ne pas avoir des gens qui partent dans d'autres entreprises. Et vraiment, cette question qui vient de plus en plus existante dans les structures, c'est quel est le sens de mon travail, quel est le sens de la structure, en quoi mon organisation, elle a un impact, alors ce gros mot, on met tout derrière, qui est le mot RSE, mais en quoi ma structure a un impact RSE sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel et qui est un enjeu important pour les entreprises. Autre enjeu qui est le vieillissement des équipes. On a un vieillissement de la population, donc on a un vieillissement de nos équipes et des équipes qui, au fur et à mesure du temps, peuvent aussi avoir des restrictions et avoir des reconnaissances en qualité de travailleur handicapé. Et l'autre enjeu des entreprises, c'est la performance. Donc aujourd'hui, ça c'est l'enjeu d'une entreprise standard sur le territoire. Et la question, c'est à quoi on va répondre, c'est comment l'emploi de personnes en situation de handicap peut contribuer à ça. Et concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises et quels sont les enjeux, les opportunités, les stratégies d'emploi? Alors, les opportunités
Les stratégies, il y a des obligations que chaque entreprise, je suis en train de faire ta partie là, que chaque entreprise de plus de, je crois que c'est 350 salariés, doit avoir un référent et doit avoir une certaine politique d'inclusion de personnes en situation de handicap. Ça, c'est une partie pour accompagner effectivement ces équipes-là. Et après, comme l'a dit Marc tout à l'heure, mais je lui laisserai la parole sur ce sujet qui maîtrise mieux que moi, qui est la contribution. Hein, la contribution, on doit employer, toute structure de plus de 20 personnes doit employer 6% de personnes en situation de handicap. Si on ne les emploie pas, il y a une contribution à payer. Je te laisse peut-être la main C'était la question que je devais poser à votre voisin, à Marc, et que je vous ai posée. Donc je vais maintenant poser celle que je devais vous demander. Comment l'obligation d'emploi s'inscrit dans ces enjeux, une contrainte ou une opportunité, c'est ce que je vous ai demandé. Et donc, l'autre, c'est concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise gagne à intégrer une personne en situation de handicap? J'ai intéressé. Vous êtes embêté. Non, Grégory a très bien répondu à la première, et notamment sur cette fameuse obligation d'emploi. Je pense qu'il faut repartir toujours de cette contrainte réglementaire et de se questionner au travers de ça, se dire est-ce que ça reste une contrainte et je paye ma contribution parce que je ne vois pas de solution immédiate et je considère en fait cette contribution comme étant un énième prélèvement obligatoire, ou est-ce que je transforme cette contrainte en opportunité, et avec une opportunité qui peut avoir plusieurs axes. Rappelez effectivement que les entreprises de plus de 20 salariés ont cette obligation d'emploi de 6% pour le moment, puisque la loi de 2018 a intégré ce taux par décret, ce qui veut dire que potentiellement ça peut évoluer, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça, à mon avis, ça évoluera pas à la baisse, il faut vous y attendre. Et donc s'interroger aujourd'hui sur comment je transforme cette contrainte en opportunité. Moi, je vois trois axes aujourd'hui qui sont possibles. La première, c'est vous considérez cela comme étant une taxe supplémentaire et vous payez votre contribution à ceci près qu'au bout d'un certain temps, vous avez la surcontribution qui va arriver. D'accord ? Et là, ça peut monter à des taux quand même très importants et qui peuvent vraiment impacter la performance économique de l'entreprise. La deuxième, c'est de réfléchir effectivement au recrutement direct. Et là, vous avez tout un écosystème autour de l'entreprise qui vous aide à remplir cette obligation au travers de l'emploi direct. Notamment, je parle des PME sur des structures de 20 à 50. Ça fait entre 1 et 3 personnes. Donc, on peut effectivement aller un peu plus dans l'investigation de l'emploi direct. Et enfin, il y a le troisième axe qui est la sous-traitance industrielle. Sous-traitance ou l'achat de prestations auprès des entreprises adaptées et puis également nos cousins ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail, qui sont des structures médico-sociales. Mais j'en parlerai pas parce que c'est pas l'objet de mon intervention. Je vais faire un focus sur la partie sous-traitance industrielle achat qui me paraît importante et rappeler que dans notre région, on a à peu près une quarantaine d'entreprises adaptées qui sont positionnées sur ce secteur d'activité de sous-traitance industrielle. Alors je distingue deux choses, la sous-traitance de capacité et la sous-traitance de spécialité. De spécialité, ça veut dire des entreprises qui sont en capacité de vous apporter des services liés à une spécialisation ou un savoir-faire particulier. Tôlerie, soudure, câblage particulier, traitement thermique, peinture, dégraissage, rectification. On a des entreprises adaptées qui ont des centres d'usinage. Ou contrôle, des centres d'usinage, 3 axes, 5 axes aussi. Donc on a quand même des vrais spécialistes en tout cas. Et la sous-traitance de capacité, qui est plus liée à un transfert industriel, c'est-à-dire l'entreprise adaptée capable de mettre à disposition locaux, logistiques, personnels, voilà, qui permettent de faire par transfert industriel, rapatrier tout ou partie d'une production, de votre production en tant qu'industriel, au sein de l'entreprise et apporter en tout cas tous ces moyens pour pouvoir contribuer à vous livrer des produits sous-ensemble ou produits finis notamment.
On a au sein des entreprises adaptées plusieurs typologies de clients, bien sûr des grands groupes. On va en citer quelques-uns, Schneider Electric, qui est quand même un gros faiseur. Plus sur le département, ou en tout cas limitrophe, les Stobli, SNR, Tefal, qui sont aussi des clients très consommateurs de la sous-traitance industrielle. Et puis aussi, on a des PME locales. On a beaucoup de PME locales parce que ce que recherchent aussi les entreprises, avant tout, c'est la proximité, le savoir-faire, la durabilité aussi des entreprises. Et je pense qu'on n'est pas philanthrope non plus. C'est-à-dire que les entreprises qui travaillent avec nous, ce n'est pas pour la gloire, c'est aussi parce que derrière, elles ont un service. Elles ont un service de qualité, de réactivité, de délai, et aussi un service de proximité. Et aussi, bien sûr, des entreprises adaptées qui évoluent dans le contexte que l'on connaît, qui sont aussi challengées régulièrement par les grands comptes et qui font profiter aussi leurs clients type PME et qui les accompagnent non seulement dans la partie ingénierie d'industrialisation, mais également tous les indicateurs extra-financiers que l'on regarde aujourd'hui dans le cadre de la RSE. On parle de décarbonation, on parle d'impact environnemental. Les entreprises adaptées sont aussi dans cette dynamique-là. Donc c'est un moyen aussi de répondre à cette obligation d'emploi au travers des prestations de services ou des sous-traitances qui sont confiées aux entreprises adaptées, puisque à peu près, on va prendre 100 000 euros de chiffre d'affaires réalisé avec une entreprise adaptée, représente à peu près 30% que l'on va déduire de son obligation d'emploi. Voilà, ce qui n'est pas rien non plus, en fonction de là où vous vous situez dans votre obligation d'emploi. Attention, hein, donc c'est pas une vérité que je dis, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc aujourd'hui, les entreprises adaptées font partie de cet écosystème et sont aussi dans des unités économiques territoriales qui agissent aussi sur la valeur ajoutée du territoire, avec cette mission d'intérêt général qui nous est confiée par l'État. Donc, je vais poursuivre avec Caroline ou Florian. Concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise gagne à intégrer une personne en situation de handicap pour vous ? Alors, je partage tout ce qui a été dit déjà, et je voudrais insister sur le côté recrutement, justement, où aujourd'hui, on sait que certains postes, certaines entreprises, certains secteurs d'activité sont enclins à une pénurie de main-d'œuvre. Il faut vraiment voir l'emploi de personnes en situation de handicap comme un vivier supplémentaire en tant qu'employeur. Vivier supplémentaire qui est composé de personnes formées, dans la plupart du temps loyales et à l'entreprise. J'entends par là fidèle, hein, et motivé surtout. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Un vivier de travailleurs compétents supplémentaires, au-delà de tout ce qu'on peut connaître de manière générale. Alors là, on parle de personnes qui sont accompagnées par des structures que nous représentons avec Caroline, mais c'est également le cas avec des dispositifs plus connus du service public, Cap Emploi, etc. Je vais passer le micro à Caroline pour qu'on partage un petit peu le temps de parole. Et puis, Moi, je rejoins complètement Florian, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'entreprise va surtout répondre à son besoin de recrutement en embauchant des personnes compétentes avant de mettre le handicap au premier plan. Moi, j'ai plutôt envie de mettre les compétences des personnes qui vont être embauchées. Je me permets un petit complément. L'avantage de passer par des structures du secteur médico-social telles que les nôtres ou d'autres, peu importe des partenaires qu'on représente, c'est que les personnes qu'on va proposer, accompagner sur les postes, sur le besoin de l'employeur, c'est des personnes qu'on a préalablement testées, accompagnées. Et il y a une certaine garantie, je dirais, de résultats quand vous êtes employeur à accueillir et mettre toutes les chances de votre côté d'intégrer des personnes que nous accompagnons. Voilà. Alors justement, Caroline, quelles sont les étapes concrètes de cette approche ? Alors, dans un premier temps, nous, on a plutôt envie de favoriser tout ce qui est une alternative à l'entretien d'embauche. Si on peut
je mets des guillemets, hein, éviter l'entretien d'embauche, c'est pas mal. On peut proposer des stages, des mises à disposition de personnel, ou encore participer à des événements comme le Duodé, où les personnes en situation de handicap vont passer une journée en entreprise. C'est-à-dire voilà, plutôt préparer une rencontre avant de travailler avec l'entreprise. Et puis dans un second temps, on va essayer de sécuriser et préparer l'entrée à l'intégration. C'est-à-dire que voilà, une première rencontre va se faire avec soit la RH, soit le responsable de l'entreprise. Et ensuite, on va faire des choses qui vont vous paraître peut-être un petit peu basiques, mais on va déjà expliquer tout ce qui est l'entreprise, ses objectifs, ses missions, etc. Mais ensuite, on va visiter les locaux. On ne va pas uniquement visiter le poste où la personne va travailler. On va visiter le lieu de repas, le lieu de pause, le parking, voilà, où est-ce que je vais me garer, où est-ce que je vais pointer, mon vestiaire. Voilà, est-ce qu'il faut un cadenas, pas un cadenas? On va vraiment rentrer dans le détail, en fait. On va être sur du pratico-pratique. Des choses que, quand on n'est pas en situation de handicap, on va le faire au fur et à mesure du temps, dans la prise de poste. Une personne en situation de handicap va avoir besoin d'être rassurée en amont sur tout ça. Comme ça, le premier jour où il va vraiment travailler, ça, ce sera déjà fait. On peut aussi rencontrer les futurs collègues de travail, faire vraiment tout le tour de l'entreprise dans sa globalité. Et ensuite, c'est aussi clarifier le cadre, c'est-à-dire plus le cadre est clair, plus c'est sécurisant. Ça, je pense qu'un petit exemple, ça peut être quels sont mes horaires, est-ce que je pointe ou est-ce que je dois remplir une feuille d'heure, etc. C'est vraiment être dans le détail, être très précis avec la personne. Et je dirais la clé de la réussite, c'est de nommer un tuteur, une personne référente. Comme ça, le bénéficiaire va pouvoir se dire « Ok, dès que j'ai un souci, dès que j'ai une question, je sais à qui m'adresser et ça met en sécurité. » Et si la personne se sent en sécurité, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout sur la longévité en emploi. Et pour vous, Florian, est-ce que vous voyez d'autres facteurs qui contribuent à réussir l'intégration d'une personne en situation de handicap dans une entreprise? J'ai le sentiment que Caroline a plutôt été exhaustive sur les choses à mettre en place. Je maintiens aussi que voilà, quand on passe au travers de partenaires, Epanou, Messidor, ADTP, etc., je ne pourrais pas tous vous les citer, c'est déjà une manière de sécuriser et d'intégrer les personnes. Comme je le disais précédemment, je dirais qu'on sert de filtre dans le sens où les personnes qu'on a proposées présentent quand même des signes elles sont prêtes, en tout cas, à passer le pas pour intégrer le milieu ordinaire, répondre aux besoins de l'entreprise et mettre en avant leurs compétences. Donc en effet, de manière générale, répondre à leurs besoins, mais aussi que les entreprises, les employeurs de manière générale, expriment leurs besoins également pour que ça matche. Alors Caroline, si un entrepreneur industriel dans la salle souhaite commencer à agir dans ce sens, quels sont les premiers points qu'il doit traiter? Il nous appelle. C'était ma petite blague du jour. Alors, moi, j'avais envie de proposer deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des ressources externes à l'entreprise et des ressources internes. Dans les ressources externes, comme tu disais tout à l'heure, Florian, on peut faire appel au service public de l'emploi, France Travail, Cap Emploi, la mission locale, qui, eux, peuvent aussi aider à mettre en place les stages dont on parlait tout à l'heure. Peut-être plus se diriger vers Cap Emploi, étant donné que ce sont les spécialistes pour accompagner les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. J'ai envie de dire aussi pour les adhérents du MEDEF, le MEDEF est aussi clairement le réseau à contacter. Et en parlant de réseau, faire appel au réseau, à votre réseau, entreprise, amicale, parler des expériences que vous avez déjà mis en place. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est ressources externes. Et en interne, je dirais, mettre en place une politique handicap au sein de l'entreprise, c'est-à-dire parler du handicap assez régulièrement. Pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tiens, on va en parler maintenant, les salariés vont peut-être pas forcément comprendre pourquoi ça arrive maintenant, mais vraiment faire de ce sujet quelque chose
de commun et d'en parler régulièrement. Et du coup, ça va faciliter l'intégration des futurs salariés. On peut aussi, pardon, je sentais que vous vouliez prendre la parole. On peut aussi faire appel aux personnes qui sont déjà en situation de handicap, qui ont une RQTH au sein de l'entreprise. Et à mon sens, ces salariés-là peuvent être les meilleurs ambassadeurs aussi pour l'entreprise, pour accueillir, pour parler du handicap. Non, je voulais rebondir sur votre terme compréhension justement du handicap. Et Florian, est-ce que ces dispositifs dont vient de parler Caroline sont simples à mettre en œuvre pour une PMI qui n'est pas forcément adaptée, enfin habituée à tous ces dispositifs et se perd un peu dans ses méandres? Alors je dirais que la simplicité, elle passe en premier lieu par la volonté de l'entreprise, ou enfin de l'employeur, on va parler d'entreprise essentiellement aujourd'hui, mais par la volonté de l'employeur à vouloir développer sa politique RH et inclusion, handicap et j'en passe. Ça va passer par ce premier biais-là. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'au quotidien, oui, c'est facile. Nous, on travaille majoritairement, je vais parler de ce que je connais, mais on travaille majoritairement avec des chefs d'entreprise, des exploitants, des chefs d'atelier. Les parcours sont facilités. Faut-il connaître les partenaires, le tissage médico-social? Et du coup, le conseil que je donnerais à un employeur qui souhaite développer ce volet-là dans son entreprise, ce serait de se diriger vers le service public, chez lequel nous, on est bien identifiés. Ça permet de faciliter le réseautage, le maillage, le tissage, qui saura vous rediriger en fonction de votre besoin vers le bon interlocuteur que nous représentons tous. J'ai compris que vous aviez une expérience complémentaire. Donc, quelles sont les erreurs les plus souvent commises dans cette intégration, que ce soit l'un ou l'autre qui répondent, parce que vous avez dû en rencontrer? Évidemment. Non, mais en fait, je pense que toutes les entreprises qui veulent intégrer des personnes en situation de handicap, elles sont toutes bienveillantes. C'est un terme un peu qu'on met à toutes les sauces en ce moment, mais elles ont cette volonté-là de bien faire. Et parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un petit peu ce que je pourrais retenir de mon expérience professionnelle. Et du coup, j'ai fait ma petite liste de tout ce que je pourrais conseiller. Donc, les erreurs, c'est se précipiter. C'est se dire, on veut absolument que ça marche maintenant, on veut le faire tout de suite, on ne prend pas le temps d'attendre, on se dépêche. Se précipiter, c'est vraiment pas la chose à faire. Ne pas préparer ses équipes. C'est important de préparer ses équipes. Ne pas nommer un tuteur. Ne pas prendre le temps de faire des points réguliers. Ça, c'est la clé, je pense. C'est faire des points très réguliers entre la personne en situation de handicap, donc son salarié, et soit son référent, soit son responsable. Et ce point, c'est le faire dans un lieu sécure, un lieu calme, où on ne le fait pas entre deux portes. C'est important qu'il y ait de la confidentialité pour ces points-là. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que des fois, il va se dire des choses dans ces points qui vont être importants et il ne faut pas les louper. Ça contribue aussi au maintien de la personne en situation de handicap dans l'entreprise. Donc comment est-ce que justement on arrive les PMI dans toute la hiérarchie arrivent à maintenir la personne en situation de handicap dans l'entreprise une fois qu'on a suivi toutes les étapes précédemment citées? Clairement, vous mettez tout ce que je viens de vous dire au négatif, vous le mettez au positif et c'est ce qui marche. Là, c'est sûr. Attendez, je prends mes notes, je ne voudrais pas en oublier. En effet, le maintien en emploi, c'est quand même un challenge. C'est quelque chose qui va... Il ne faut pas le prendre à la légère. Ça prend du temps et de l'énergie. Je dirais tout dépend aussi du type de handicap. Si c'est un handicap avec plutôt des besoins techniques, à ce moment-là, il faut peut-être plus se rapprocher d'un ergonome pour adapter un poste. Et si c'est plus une problématique d'ordre psychique ou cognitive, à ce moment-là, l'accompagnement humain est vraiment important. Et voilà, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure,
on ne se précipite pas, on nomme un tuteur, on prend vraiment le temps, on ose dire les choses. Ça, c'est la base. Il faut se dire les choses. Ce qui va peut-être être le plus difficile pour les gens qui vont accueillir une personne en situation de handicap, c'est ça. Parce que Se dire les choses entre les membres encadrants et avec la personne en avec la situation personne concernée. Ouais. concernée. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah non, je ne vais pas lui dire ça, ça se trouve, il va mal le prendre, il va mal le vivre, et toujours par bienveillance, je vais essayer de peut-être, je ne vais pas lui dire, je vais attendre un petit peu. Et au final, on projette des choses qui vont peut-être pas forcément se passer. Et je crois que la personne la plus en difficulté à ce moment-là, c'est nous. Parce qu'on n'ose pas. Et ça peut être malaisant de dire certaines choses. Mais ça, c'est important. C'est ce qui va déclencher la suite. Florian, quelque chose à rajouter au sujet du maintien? Oui, merci Caroline. Ce qu'explique Caroline à l'instant, c'est vraiment ne pas nier les signaux d'alerte qu'on pourrait repérer. On parle beaucoup de handicap, je trouve, là, à ce moment, mais rappelez-vous que les personnes que vous accueillez, c'est aussi des compétences. Et donc les petits signaux d'alerte qui vont nous sembler anodins, qu'on va projeter comme étant pas importants, peuvent l'être parfois. Ça passe par un retard inhabituel, un changement de comportement, un stress apparent, j'en passe. Mais voilà, c'est vraiment ne pas nier les petits signaux d'alerte, et je rejoins Caroline, d'en parler surtout, d'en parler. Grégory, chez ADTP, vous contribuez aussi au maintien dans l'emploi. Et qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous réussissez justement à maintenir ces emplois? Alors, avant de répondre à la question, si je peux juste rajouter un petit dispositif qui existe. L'accompagnement de personnes en situation de handicap, il y a plein de dispositifs. Il y en a un qui est la possibilité de recruter au travers des EATT, donc des agences d'intérim spécialisées dans l'emploi de personnes en situation de handicap, dans l'accompagnement. Donc il y a vraiment un accompagnement. Donc c'est des agences d'intérim auxquelles vous pouvez vous adresser, qui peuvent du coup publier des offres d'emploi vraiment réservées pour des personnes en situation de handicap, ce qui est complètement illégal pour une agence d'intérim normale. Donc elles vont faire ça, elles vont accompagner la personne, elles vont accompagner les entreprises, elles connaissent vraiment bien leurs équipes. Donc ça, c'est aussi un dispositif qui est intéressant pour accompagner. Alors, on n'est pas dans forcément le même type de handicap, mais on est dans cet accompagnement-là. Pour revenir à la question, comment nous, on accompagne, nous, c'est notre raison d'être. On existe, nos structures, entreprises adaptées ou ESAT, c'est vraiment la raison d'être de ces structures, d'accompagner par le travail et de développer par le travail. Donc ça passe par des choses très standards, de l'adaptation de poste, l'adaptation des modèles horaires, tout l'accompagnement social qu'il y a autour. Alors, dans les ESAT, on a des personnes en situation de handicap mental ou psychique, dans notre cas, ou un petit peu sensoriel. C'est toutes les équipes médico-sociales qui sont autour, les éducateurs spécialisés, les moniteurs, les psychologues qui vont accompagner les équipes, qui vont accompagner les usagers. Et en entreprise adaptée, il y a aussi tout un accompagnement social avec l'assistante sociale, avec les ressources humaines qui vont accompagner les gens. Florian a dit un truc essentiel, c'est qu'une personne en situation de handicap, c'est avant tout des compétences. Et ça, je trouve qu'on l'oublie un peu quand on est une entreprise classique. On oublie un peu que derrière la restriction, derrière le handicap, il y a énormément de compétences. Et ça, c'est un vrai facteur de réussite, c'est capitaliser sur les compétences des gens, aller travailler avec les gens sur leurs compétences, effectivement mettre en place les mesures qui permettent de venir, entre guillemets, effacer la restriction et effacer le handicap. Et ça, je pense que c'est important. Après, un autre facteur de réussite, c'est aussi dans notre mission, c'est d'accompagner les équipes dans le milieu ordinaire, ceux qui le souhaitent. Et là aussi, on va aussi s'appuyer sur des dispositifs existants, sur des partenaires, mais au travers, ça a été cité par Caroline, de duodé, de stages, de choses comme ça. Alors, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à intégrer des personnes en situation de handicap. Et comment elles peuvent faire pour passer par des entreprises de travail de marque, peut-être ou vous nous répondre, comment elles peuvent faire pour intégrer des personnes en situation de handicap par votre intermédiaire?
c'était toi qui devais répondre à ça, mais je veux juste rajouter un truc qui est important, qui a été mentionné. Le point de départ, c'est la volonté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la volonté du dirigeant, mais pas que du dirigeant, ou des RH, si c'est que la RH qui veut intégrer parce que faut atteindre le taux, parce que, comme l'a dit Marc tout à l'heure, ce taux-là, soit on a la volonté de l'atteindre, mais avoir des bonnes raisons, soit derrière, effectivement, il y en a qui payent. Donc, soit une volonté, pas que du RH, pas que du dirigeant, mais de l'ensemble des équipes, ou en tout cas d'avoir quelques promoteurs dans les équipes. On ne va pas convertir tout le monde et de leur identifier les 4-5 personnes qui vont être là, faire ce cocon, avoir la bonne écoute, avoir le bon accompagnement, être vigilant, effectivement, les petits signes dont tu parlais, dire tiens, il agit bizarrement là, comment on l'accompagne. Ça, c'est vraiment un facteur important. Mais... Marc, si vous pouvez compléter avec la même question. Alors, je vais compléter, effectivement. La volonté, c'est le point de départ, c'est l'impulsion. Il y a aussi l'acceptation. Je pense qu'il faut aussi accepter. Alors, par l'ensemble du personnel et surtout dans la culture de l'entreprise. Accepter, et vous le faites tous les jours. En tant que chef d'entreprise et manager, vous managez des équipes qui sont diverses et variées, avec les singularités des uns, les points d'amélioration des autres. Ça, vous le faites, c'est-à-dire au quotidien. Et il faut accepter aussi qu'une personne en situation de handicap peut aussi, parfois, sur des moments un peu mous, d'être moins performant que les autres. Donc ça re-questionne aussi votre organisation, l'intégration, en tout cas l'emploi de personnes handicapées. Il n'y a pas de dispositif, je dirais, qui existe compensatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours d'adaptation du poste. Alors le siège ergonomique, la table qui monte et qui descend, le grand écran, les logiciels, etc. Ça, je dirais, c'est le plus facile. La partie médicale, on a les services santé au travail, on a tout un tas de dispositifs aussi qui s'occupent de ces personnes-là. C'est facile. Ouais. L'organisation, il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va, sur ses fonds propres, financer cette organisation adaptée. Donc il faut aussi accepter ce coût qu'on va mettre à un moment donné pour réorganiser son espace de travail, les équipes, puisqu'on peut avoir aussi du temps partiel. Donc il faut accepter le temps partiel sur un poste particulier et se dire je préfère avoir quelqu'un qui est à 0,8 ETP mais qui a 100% de ses capacités plutôt qu'à 1 ETP à 80% de ses capacités. Voyez. C'est ça aussi l'acceptation dans l'organisation. Voilà. C'est quelque part une acceptation de la différence des autres et puis une intégration. Oui, mais qui est concomitante à l'acceptation de re-questionner, pas remettre en question, de re-questionner son organisation, d'aller dans un niveau de granulométrie et d'analyse un peu plus bas que ce qu'on a l'habitude de faire dans la performance industrielle. Vous savez, quand on analyse un process industriel, on va essayer de chasser le gaspillage. Donc ça, on le fait tous dans nos systèmes de production et les entreprises adaptées aussi. C'est là où on va aller descendre encore un peu plus bas dans le niveau d'analyse de la granulométrie sur les gestes, sur la compréhension. Et en fait, c'est la vraie inclusion, c'est celle-là. C'est de permettre à ce qu'un process industriel puisse, quelle que soit la personne qui rentre dans ce process-là, puisse trouver sa place. Voilà. Et en quoi une entreprise comme ADTP peut contribuer justement à améliorer cette granulométrie ou en tout cas cette acceptation et cette intégration des personnes en situation de handicap dans la culture d'entreprise finalement? Alors, on va, comme on l'a dit, à ADTP, on a un sous-traitant industriel où on va accueillir chez nous des personnes en situation de handicap. Donc, on va être un vrai levier de performance pour nos clients, par notre réactivité, par la largeur des compétences qu'on a, parce qu'on est capable d'intégrer vraiment, on est capable de recevoir des composants, de les trier, de les assembler, de faire un produit fini, derrière d'aller l'expédier en B2B ou en B2C à l'adresse, à toute la France, à toute l'Europe. Donc il y a toute cette largeur de compétences qu'on retrouve en général dans les entreprises adaptées, qu'on ne retrouve pas dans des sous-traitants classiques. Et après, tout ça, on doit le faire avec une performance globale
et avec une performance qu'on retrouve chez les autres industriels. Après, notre rôle, il va aussi un peu plus loin que ça, où on va, pareil, accompagner des clients dans commencer à se dire, tiens, on va intégrer des personnes en situation de handicap. Comme ça a été cité tout à l'heure, des duodés, on voyait des gens qui vont aller passer une journée, 2 journées, des duodés inversés, on est en train de lancer ça, c'est d'accueillir des personnes du monde ordinaire qui vont venir passer une journée en ESAT pour voir un petit peu comment ça se passe. Après, c'est des stages, c'est de la mise à disposition. Donc c'est tout cet accompagnement-là qu'on va faire pour montrer que des personnes en situation de handicap peuvent apporter à la structure. Et du coup, on le fait avec cet accompagnement-là. On le fait avec des échanges. Un duodé, ça se prépare. Les équipes, elles vont rencontrer les équipes accueillantes. Il y a tout un travail derrière qui va effectivement permettre aux entreprises de petit à petit de changer d'état d'esprit. Et après, effectivement, de faire muter des fois les process industriels pour se dire, finalement, ce process-là qu'on a fait évoluer, il est bénéfique pour toute l'organisation. Mon expérience passée, on était une structure plutôt inclusive, on va dire, mais quand même, je me dis avec du recul, très très loin sur ces sujets-là. Bon, les fois où on a vraiment adapté, on avait des gens avec des restrictions et qu'on a vraiment adapté le poste de travail, en général, c'est un poste de travail qui devient adapté à la personne, mais qui devient super pour l'ensemble des effectifs, où on a amélioré l'ensemble du poste, et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ça va aussi pousser les structures à ça, à améliorer l'organisation, à re-questionner le travail, à re-questionner la façon de faire, et ça, c'est l'ensemble de l'organisation. Donc vous intégrez 1 ou 2 personnes sur un atelier de 50, c'est pas juste 1 ou 2 personnes qui, du coup, vont se sentir bien, c'est 50 personnes qui, souvent, vont se dire, tiens, en 6 mois, en 1 an, on a gagné là-dessus, ces machines-là, c'est beaucoup mieux. L'ambiance est différente. Tiens, on a changé un peu le regard. Et ça, effectivement, c'est un parcours. Ça a été dit. C'est la plus-value. C'est la plus-value, mais effectivement, on n'a pas conscience de ça avant de le faire, je pense. C'est ce que vous appeliez le levier de performance. Finalement, il est là, le levier de performance. Je pense que vous avez quelque chose à rajouter pour donner des cas concrets aux industriels qui sont présents dans la salle pour imaginer une entreprise qui a évolué grâce à ça. Oui, c'est ça. Effectivement, le bon mot, c'est le levier de performance. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Il faut le faire. C'est une conséquence, c'est naturel. C'est une conséquence. Et quand c'est réussi, finalement, c'est ça. C'est quand l'intégration elle est réussie, quand l'accueil est réussi plus que l'intégration, c'est ça la conséquence et le résultat qui fait que c'est réussi. Avant de passer la parole au public, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces sujets, sur ces leviers de performance ? Marc ? Oui, je voulais juste revenir sur le modèle de l'entreprise adaptée. Oui. Là où on demande aux entreprises classiques 6% d'obligations, dans l'entreprise adaptée, c'est 55%. Voilà. Alors souvent, on est sous les projecteurs, de la subvention. Alors je vous rassure, la subvention, on en a de moins en moins, et encore plus cette année. Parce qu'on est passé aussi au crible, et donc il faut qu'on trouve des moyens de compenser aussi ce qui s'appelle des aides compensatrices d'État. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une aide compensatrice ? Ça vient compenser l'efficience réduite due aussi à l'emploi très majoritaire de personnes en situation de handicap. Ça vient compenser notamment le fait que là où vous mettez, vous, une personne, nous, on en met 1,4. Alors, les 0,4, c'est 2 personnes physiques. D'accord ? Ça veut dire que derrière, en taux d'encadrement, c'est un peu plus. En nombre de machines, c'est un peu plus. Donc, c'est ce qu'on appelle les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de travailleurs en situation de handicap. D'accord ? Pour autant, cette compensation, comme elle diminue d'année en année, il faut qu'on trouve des leviers de performance et donc on re-questionne aussi notre modèle économique. On cherche de nouveaux segments de marché. On recherche de nouvelles façons de travailler également pour gagner en productivité et surtout en performance économique qui vient financer notre mission d'intérêt général. Donc si là, il n'y a pas un véritable levier de performance au travers des entreprises adaptées,
et leur modèle vertueux et performant, encore une fois, effectivement, on est un très bon exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore de longues années devant nous, parce que je rappelle qu'au niveau national, il y a 580 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Notre terrain de jeu est là aussi. Si vous n'avez rien à rajouter, moi je vais rajouter une question tout à fait personnelle du naïf que je suis. Vous êtes au CIMODEC, il y a des technologies qui évoluent. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez quelque chose qui permette de mieux intégrer les personnes en situation de handicap au niveau technologie, contrôle, production ou autre? Il y a deux aspects dans la réponse. Elle n'était pas prévue cette question, mais il y a quand même deux aspects. Non, mais c'est pas un problème. Il y a deux aspects dans la réponse. Il y a effectivement comment les technologies vont aider à venir compenser des handicaps, à venir effacer le handicap. Donc là, je dirais que ce n'est pas forcément sur ce salon-là qu'on va beaucoup trouver de technologies. Par contre, avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de la robotique, de la cobotique, de toutes ces nouvelles technologies-là, il y a effectivement des technologies qui arrivent qui vont permettre de limiter le port de charge, de faciliter la prise de décision. Après, quand on dit limiter le port de charge, j'ai tendance à dire faisons-le pour tout le monde et pas que pour quelques personnes. Ce qu'on n'a pas dit en entreprise adaptée, énormément de nos salariés sont des gens, je le dis de façon un peu directe, qui ont souvent été abîmés par le travail. Voilà. Donc l'enjeu quand même, c'est pas de mieux employer des personnes en situation de handicap, c'est aussi d'éviter d'avoir des gens qui, après 20 ans, 25 ans, 30 ans de travail, se retrouvent en situation de handicap. Donc là, on le retrouve un petit peu sur le salon. Après, on a des outils, nous on a un poste intelligent qui nous permet de jeter des pièces sur un plateau, et le poste pour préparer des kits. Donc on va mélanger plusieurs types de pièces, ça nous dit automatiquement prends telle pièce, enfin là il y a assez de pièces, là il faut en enlever une, là il faut en rajouter une. Donc ça nous aide à préparer des kits de pièces. Donc ça c'est les nouvelles technologies qui nous accompagnent là-dessus. Et après je dirais aussi pour nos structures, les EA, les entreprises adaptées, il ne faut absolument pas qu'on rate le virage des nouvelles technologies, parce que sinon c'est qu'on va prendre du retard par rapport aux entreprises classiques. Et on ne peut absolument pas se permettre de prendre du retard. Au contraire, il faut qu'on soit plutôt, qu'on essaie d'être en avance sur ces thématiques-là pour prendre de l'avance sur nos concurrents, parce qu'on ne se fait pas de concurrence entre entreprises adaptées, très peu. Par contre, ou entre ESAT, pareil. Par contre, on a une vraie concurrence face à des pays de l'Est, face à des pays d'Afrique du Nord, face à d'autres acteurs du territoire. Et ce n'est pas entre personnes de l'économie sociale et solidaire qu'il faut qu'on se fasse de la concurrence, c'est avec concurrence saine avec l'ensemble du territoire, et les nouvelles technologies doivent nous aider à garder un temps d'avance. Oui, pour compléter les propos de Grégory, les nouvelles technologies aujourd'hui vont permettre justement d'upgrader aussi les prestations que l'on réalise auprès de nos clients. Je suis d'accord, il ne faut pas qu'on rate le virage 1 par rapport à la concurrence hors Europe, qui est quand même une concurrence rude vis-à-vis de nous. Et quand on a connu l'après-Covid, où il y avait quand même cette volonté, je dirais politique, de réindustrialiser une partie, on a été le premier à lever la main. Voilà. Alors après, malheureusement, tout ce qu'on a mis en place n'a pas forcément été suivi. Puis en plus, les segments de marché, notamment l'automobile, enfin, je sais que je m'adresse aussi à des entrepreneurs qui ont comme marché l'automobile, n'a pas été non plus très vertueux là-dedans. Je reviens encore une fois sur les machines. Alors, je ne suis pas allé faire le tour. Je promets d'aller faire le tour sur les stands. Je sais que les constructeurs de machines intègrent aujourd'hui cette dimension inclusive. Quand on regarde les IHM, les interfaces homme-machine d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui, honnêtement, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que l'IHM, il est interactif.
Il est friendly, c'est-à-dire voilà, c'est devenu des smartphones, il n'y a même plus de clavier, le langage, vous pouvez presque lui parler pour qu'il vous programme le truc, c'est-à-dire que vous balancez le fichier AutoCAD en DWG directement sur votre centre d'usinage, ça calcule tout, etc. Voilà, vous appuyez sur les boutons. Il faut quand même contrôler, puisqu'il y a quand même cette partie qualitative qui est importante. Mais on n'est plus sur des postes de régleurs qu'il y a quelques années en arrière, où c'était un véritable savoir-faire. Moi, je le vois dans l'imprimerie. On a une imprimerie chez nous, c'est pareil. Les conducteurs offset, c'était un métier particulier qui est très en tension aujourd'hui. Avec les nouvelles machines numériques d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir cette définition-là de métier. Il en demeure pas moins qu'il faut quand même accompagner, mais je dirais que cette interface-là permet pédagogiquement d'ancrer les savoir-faire, de garder les connaissances. L'IA, j'ai assisté à plusieurs conférences, aide beaucoup aussi sur la gestion de la connaissance, qui est une des exigences de la norme ISO 9001. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont normés, mais cette gestion de la connaissance est importante aussi, qu'on voit aussi dans nos entreprises adaptées parfois partir, puisqu'on a quand même aussi des vrais savoir-faire aussi chez nous. Voilà, donc je dirais que ce virage-là, on le prend parce qu'on est comme toutes les entreprises, on a besoin aussi d'évoluer au travers de notre écosystème qui change de manière très rapide. Voilà, il faut qu'on soit réactif aussi de notre côté et aussi pour accompagner nos clients dans leur compétitivité internationale. Caroline, Florian, quelque chose à rajouter à ce sujet pour vous Alors, si la question c'est demain, comment je peux agir concrètement en tant qu'employeur, en tant qu'industriel, moi, mon conseil, ce serait de vous lancer peut-être dans un diagnostic de qualité de vie et des conditions de travail. Ça rejoint un peu ce que mes collègues présentaient. L'accueil et l'inclusion, c'est un levier de performance managériale et économique. Ça fait du bien pour tout le monde, pas qu'aux personnes porteuses d'un handicap. Hein. C'est un levier, concrètement. Et je dirais aussi de faire appel aux services publics ou à des acteurs du médico-social tels que nous, pour sensibiliser vos équipes, vos managers, tout un chacun. Si la volonté elle est là et qu'il reste qu'à convertir, pour reprendre les termes de mes collègues, vos équipes, on est là en partie pour ça. Voilà. Mon humble conseil. Je vais demander peut-être au public s'il y avait une question à poser. Vu le nombreux public, apparemment aucune main ne se lève. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne visite du CIMODEC. Il y a plein, contrairement à ce que j'ai entendu, il y a plein d'innovations qui permettent d'intégrer des personnes en situation de handicap. Il y a des pilotages automatiques des corrections d'outils par l'intelligence artificielle qui peuvent se faire. Il y a des pilotages de systèmes de contrôle qui intègrent des personnes en situation qui peuvent permettre d'intégrer des personnes en situation de handicap que vous verrez sur le CIMODEC. Donc je vous invite à le visiter, ainsi que tous nos auditeurs que nous remercions d'avoir suivi cette conférence, et nous vous donnons rendez-vous au prochain CIMODEC, puisque l'intégration de personnes en situation de handicap continuera à être un sujet prédominant au CIMODEC, parce que c'est le côté humain de ce salon. Merci à vous, messieurs, madame, et bravo à vous pour ces interventions.